Donc, bonjour à tous ceux qui nous reviennent. Et donc, merci beaucoup à Mélanie et à François d'avoir accepté notre invitation et donc d'assumer la tâche d'animer ce dernier séminaire. Comme d'habitude, hein, pour ceux qui le savent, ça sera une redite, mais pour ceux qui découvrent, vous avez donc la possibilité d'utiliser l'outil Converser pour poser des questions, pour interagir avec les différents participants. Et vous aurez donc aussi la possibilité pour la première fois, hein, de répondre à un sondage et d'utiliser aussi donc l'outil réaction pour répondre aux différentes questions que nos animateurs vont vous poser. On va essayer donc cette fois-ci d'innover encore une fois en utilisant donc, enfin, en faisant le maximum d'interactivité possible. Donc, encore une fois, Mélanie et François, merci beaucoup. Sans plus attendre, je vous laisse la parole et je vous souhaite bon courage. Merci. Merci. Donc, bienvenue à tous. Merci d'être là pour ce séminaire. Donc, nous, on va déjà commencer par vous demander peut-être dans le chat rapidement de vous présenter, savoir un petit peu qui est avec nous aujourd'hui. Donc, peut-être me marquer votre poste, de quelle région vous êtes, votre entreprise, voilà, pour nous permettre un petit peu de savoir qui nous accompagne ce jour. Donc, n'hésitez pas à marquer dans le chat, voilà, votre région, votre poste, l'entreprise. Ça permet de voir un petit peu qui on a autour de la table. Alors, on a Valentin, Contract Manager Paris au sein d'Orisis Conseil. On a Majerie de Citia Conseil. OK, bienvenue. D'accord. Ah, super. Eh bien, génial. Effectivement, chez EFE, oui, groupe Abillouez. OK. Bonjour, Nicolas Mertz, Contract Manager chez Sistra. Ah, bah voilà, Sistra, bienvenue à vous. Moi, j'ai passé 7 ans à la RATP, donc on était aussi pas très loin. Et puis, je pense qu'il y a d'autres personnes dans le transport, ça va être intéressant. Donc, Valérie, justement, TCO Ingénierie. Voilà. Donc, effectivement, hop. On a 2 personnes de chez Citeo. Citeo. Marie-Laure également, chez Tisséo, pardon. Voilà, Marie-Laure, oui, tout à fait. OK. Donc, on va peut-être se présenter rapidement, nous aussi, donc avec François. Donc, moi, Mélanie Spagnolo, j'interviens pour Achat Consulting, majoritairement sur les marchés publics. Et donc, on est spécialisé sur les achats de travaux et les achats, on va dire, d'informatique en mode projet. Donc, voilà, donc on accompagne les collectivités et les entités adjudicatrices sur à la fois la passation de leur marché, mais aussi des besoins un peu plus de conseils et de mise en œuvre de dispositions particulières du code de la commande publique. Je te laisse rapidement te présenter aussi, peut-être François, si tu veux. Moi, c'est François Arfeux. Je suis donc Contract Manager chez Orisis Conseil, tant d'un point de vue opérationnel, donc en direct chez les clients comme SNCF ou ADP, et en phase aussi de purement conseil, notamment tout ce qui est déploiement de bonnes pratiques de contract management, notamment chez SNCF. Donc, surtout tout ça orienté surtout contrat, commande publique, donc les fameux marchés publics. Voilà. Super, merci. Alors, première petite question, sondage. Est-ce que, je ne sais pas si on a le sondage qui va marcher. Ah, voilà, le sondage apparaît justement sur quelle famille d'achat vous intervenez. Vous pouvez clocher une ou plusieurs réponses. Et l'idée, c'est de voir justement, parce que vu qu'on va aborder les risques, ça va nous permettre d'approfondir finalement certains risques par rapport à vos familles d'achat. Donc, n'hésitez pas à sélectionner les familles d'achat sur lesquelles vous intervenez pour qu'on puisse adapter les risques. Alors, vous pouvez choisir une seule réponse. Donc, choisissez la réponse la plus importante pour vous.
Alors, on a eu la réponse au sondage, donc 60% quand même dans les travaux, donc on voit qu'il y a quand même une majorité de travaux. Ensuite, 20% sur les prestations intellectuelles et l'informatique télécom. Ok, donc c'est intéressant, donc on va vraiment essayer d'accentuer voilà, aujourd'hui les messages sur ces familles-là. Ok. Alors, on va passer maintenant à la partie qui nous intéresse. Donc, le séminaire, il est axé vraiment sur les risques. Hein. Donc, on va passer à la partie risques. Alors, n'hésitez pas à intervenir. Et puis, pareil, on va essayer avec François d'intervenir à chaque fois pour vous faire des retours d'expérience là-dessus. Donc, il faut savoir que sur les risques, on a une norme ISO qui est plutôt bien faite, hein, qui est l'ISO 31000, qui va définir vraiment tout autour du management de risque les dispositions qu'il y a. Et cette norme, elle insiste pas mal sur à la fois comment on met en œuvre finalement le management des risques. Donc, c'est assez intéressant avec toutes les étapes qu'on doit suivre. Elle est très bien documentée, aussi en termes de définition. Et elle nous fait bien différencier ce qu'on appelle les risques des impacts. Donc, ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que souvent, on a un abus de langage et on va dire qu'on a un risque qualité, qu'on a un risque de dirige projet et qu'on a un risque qui va porter sur les coûts. Or, ce ne sont pas des risques, ce sont bien des impacts. On a des impacts qualité, coût, délai. Ce ne sont pas des risques. Et donc, le risque, ça va être le pourquoi. Et c'est pour ça qu'on va utiliser cette expression qui dit, là, vous le voyez qui est représentée, pourquoi ça arrive. Et donc, l'idée, c'est là où on va trouver le risque. Hein, donc, ça, c'est hyper important de bien différencier les impacts des risques. Donc, on a un risque qui va se passer effectivement, on a des risques qui peuvent intervenir sur tout le cycle projet. Donc là, on a représenté 3 grosses phases. Hein, on n'est pas rentré dans les détails. Mais voilà, si on prend 3 grosses phases que sont l'expression de besoin, le processus achat et l'exécution de la prestation, déjà, si on loupe les 2 premières phases, expression de besoin et processus achat, on va augmenter les risques en exécution. Donc, une mauvaise expression de besoin, une stratégie achat mal montée, et forcément, on va avoir des risques beaucoup plus nombreux en exécution avec des impacts assez forts en termes de retard, en termes de délai. Il faut savoir qu'il y avait une publication du Chaos Report qu'avait fait État où à peu près plus de 66% des projets sont ou en retard ou en dépassement budgétaire avec des retards et des dépassements assez conséquents qui peuvent aller jusqu'à 200%, donc c'est énorme. Donc voilà, donc on est vraiment là-dessus, donc on va essayer de cadrer au maximum et vous savez bien que les risques, ça s'anticipe. Donc pour pouvoir anticiper les risques, il va falloir travailler le plus en amont possible. Sur l'outil aussi de quand on se pose la question des pourquoi, je reviens là-dessus par rapport à ça, finalement, ça va être de trouver la cause racine du risque. Donc, quand on part de l'impact, effectivement, on va se poser la question de pourquoi, on aura le risque. Et si on se pose la question encore de pourquoi, on a le risque du risque. Et donc, du coup, quand on remonte comme ça, on arrive à ce qu'on appelle la cause racine. Et c'est vrai que plus on arrive à remonter haut, plus on traitera le problème directement à la source et donc on va limiter ce qu'on appelle du coup les risques résiduels. Donc ça, c'est important là-dessus, d'essayer de remonter au maximum. Alors des fois, on n'a pas besoin de faire 5 fois, hein, c'est vraiment une image, c'est un outil qui existe comme ça, mais au moins on considère qu'une fois qu'on s'est posé 5 fois la question, on a quand même atteint le problème et qu'on arrivera à le régler. Alors, François, du coup, je vais te poser la petite question. Après, je poserai la question aux participants. Pour toi, en tant que contract manager, c'est quoi les principaux risques justement que tu as rencontrés sur l'exécution? Si tu devais en citer 2 gros majeurs qui, pour toi, perturbent l'exécution des marchés, ce serait pour toi lesquels? Moi, les gros risques que j'ai rencontrés, notamment sur le dernier projet, on avait d'abord un risque au niveau pas au niveau du projet en lui-même, mais au niveau de l'équipe projet, c'est-à-dire les relations entre maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre, qui peuvent entraîner certains problèmes dans la mesure où elles n'agissent pas dans le même... elles n'ont pas les mêmes objectifs, c'est-à-dire que la maîtrise d'ouvrage, grossièrement, hein, a un objectif plutôt de tenir un projet dans un délai à un coût AG, enfin le coût initial étant le coût A, le coût final devant être le coût A, alors que la maîtrise d'œuvre a plutôt pour objectif
certes tenir le délai, mais d'avoir une qualité de projet, qui est importante. Et du coup, parfois, maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre peuvent ne pas s'entendre, et il y a un risque d'objectif entre les deux personnes. Et un autre gros risque que j'ai rencontré, que ce soit au cours de mes activités ou de mon ancien poste, parce que j'étais acheteur dans le nucléaire, c'était tous les problèmes au stade de l'expression du besoin, c'est-à-dire tout ce qui est relatif à la reconnaissance de l'existant, où très souvent on se rend compte que ce soit la maîtrise d'ouvrage ou la maîtrise d'œuvre, n'ont pas fait une reconnaissance de l'existant qui est suffisante. Et donc, tout ce qui va consister à encadrer les risques, finalement, va être assez limité par rapport au risque en lui-même. D'accord. Donc, je dirais maîtrise d'œuvre, maîtrise d'ouvrage et reconnaissance de l'existant. De l'existant. OK. Est-ce que quelqu'un veut nous partager aussi par le chat ou en prenant la parole vos principaux risques que vous rencontrez sur l'exécution? Bon, je sais qu'il y en a un qui aurait ce conseil qui a des exemples à donner. Voilà, n'hésitez pas. J'étais juste parti pour l'écrire sur le chat. Je ne sais pas avec les bruits résiduels, mais je voulais plus parler du mauvais dimensionnement projet, en fait, qui peut avoir pas mal d'impact au niveau de l'exécution, notamment du fait de certaines prestations après pendant l'exécution qui sont des prestations du coup soit supplémentaires, soit pour la MOA qui considère qu'elles font partie du dimensionnement projet, en fait. Mais je ne sais pas si ça rentre exactement dans l'exécution, ça a des impacts sur l'exécution, mais voilà. Oui, tout à fait. Effectivement, on est sur un risque qui aura des impacts sur l'exécution. Donc oui, on peut l'aborder. On a souvent ce risque-là. Donc après, effectivement, on a différents risques. On a des risques aussi. On était en formation là, juste avant sur justement les risques liés à l'exécution. Donc on va vous repartager quelques éléments. On avait les risques aussi de sous-traitance. Effectivement, la sous-traitance non déclarée qui peut poser problème, surtout dans nos marchés de travaux. Alors là, je ne vous raconte pas en plus si jamais ça fuite. J'ai eu le cas avec un client où en plus on s'est retrouvé dans le journal local. Ça fait quand même pas terrible. Donc voilà, sous-traitance non déclarée, la sous-traitance donc illégale, le contrôle aussi derrière, parce qu'on se doit de faire attention à tout ce qui va être santé-sécurité au travail. Donc dans les marchés de travaux, pareil, tout ce qui va être port des EPI, respect des règles de sécurité, respect des conditions de travail, même si on n'est pas amené, il faut faire attention à la pression qu'on va mettre sur les sociétés, parce qu'il y a derrière, quand on a des acteurs qui se retrouvent avec des plaintes des fois où les personnes peuvent travailler imaginons 70 heures semaine, etc. Si nous, derrière, on a un contrat qui est un peu poussif, pareil, là, on a un risque qui portera plutôt sur l'image avec ça. Voilà, même si on n'est pas responsable du temps de travail de ces sous-traitants, mais il faut faire attention quand même là-dessus. Donc, on a tous ces risques-là qui sont un petit peu sur l'environnement, la gestion de travail, les conditions de travail, etc. Les risques liés à la sous-traitance, les risques, quand on parle d'environnement, tout ce qui va être problématique aussi sur le respect du tri des déchets, utiliser les bonnes filières de recyclage, parce que certes, il y a la loi, mais derrière, est-ce que c'est bien respecté? Est-ce que c'est bien mis en œuvre, même quand on le prévoit, nous, dans nos contrats? Donc ça fait partie aussi de l'objet de contrôle sur site. Et ça, il faut être vigilant là-dessus, sur la partie, effectivement, déchets. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme risque? Tous les risques de malfaçon liés à la réception. Donc, comment on peut bien réceptionner pour régler ces problèmes de malfaçon sur l'exécution ou de problèmes qualité, on va dire. Bon, je pense qu'il y en a énormément. Sur l'exécution, on a un florilège de risques qui vont soit avoir des impacts temporels et ou en plus financiers qui peuvent être assez importants. Donc, plus vous avez un projet aussi qui est complexe, qui est gros, plus vous allez avoir des impacts risques importants, et donc notamment, de par les projets complexes, dit aussi la gestion des interfaces. Donc ça aussi, on a des risques vraiment associés là-dessus qui sont assez importants, où on a des problèmes de rôle et responsabilité entre les acteurs. Ça revient un petit peu au risque évoqué par François sur la partie relation, maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, où ça peut se renvoyer la balle. On a pareil, quand on a l'outil, des fois, on a des entreprises qui se renvoient la balle
Et des fois, en tout corps d'État ou en marché global, ce n'est pas forcément mieux si jamais on a le pilote qui ne fait pas son job derrière sur le marché. Donc voilà, on a des risques assez importants par rapport à tout ça. Ok, est-ce que vous avez, donc n'hésitez pas hein, si vous avez des questions, etc. Moi, j'ai l'habitude que les formations sont un peu punchy, n'hésitez pas à participer. On n'est pas nombreux, on peut vraiment se le permettre. Donc n'hésitez pas à donner vos avis, à faire vos retours, etc. et à échanger. Si vous n'osez pas prendre la parole, il y a le chat. N'hésitez pas à agir là-dessus aussi. Alors, une fois qu'on a fait les principaux risques, on vous en a abordé quelques sujets comme ça. Quels sont les points clés d'une démarche de management des risques? Donc, une démarche de management des risques, il faut savoir qu'elle ne se fait jamais seule. C'est-à-dire que l'identification des risques, seul, on n'est pas très bon. L'idée, c'est justement d'animer un collectif parce qu'on est plus fort à plusieurs, on va avoir plus d'idées. Donc, le format un peu brainstorming, ça va être un outil efficace. Ensuite, pour animer une belle démarche sur le management des risques, il va falloir, c'est quand même contextualiser. C'est-à-dire que plus vous avez une démarche de risque qui est générique, plus vous allez avoir des risques génériques et ça va être très compliqué de trouver des mesures de traitement. Plus on est à un niveau fin, plus ça va être contextualisé, scénarisé, j'ai même envie de dire presque. Et donc, du coup, vous allez trouver des mesures pour contrer les risques beaucoup plus facilement. Parce que vous allez savoir exactement quelle va être l'origine, la cause du risque. Vous allez savoir pouvoir juger des impacts et de la probabilité de survenance dans un contexte donné. Donc ça, c'est aussi important d'avoir ces éléments-là. Donc, il va falloir être assez fin. Donc, quand on fait une analyse de risque sur une opération globale, eh bien, c'est bien après de la traiter, de refaire une analyse de risque par corps de métier séparé. Si jamais on a l'outil, c'est tout à fait faisable et c'est même conseillé. Hein, donc, de se remettre autour de la table pour avoir un niveau de finesse dans l'analyse des risques. L'analyse des risques, elle est itérative. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut recommencer souvent. Il faut faire des itérations. Et donc, du coup, ces itérations, elles vont être réalisées en 5 étapes. Première étape, on va identifier les risques. Donc, identifier les risques, là, je vous l'ai dit, de manière collective, on se met autour de la table, on les identifie. On va les classer. Il y a 2 manières d'identifier les risques. Soit on le fait par rapport à un processus, à un cycle. Donc, par exemple, au cycle de vie de l'opération ou au processus. Vous pouvez prendre le processus aussi de la loi MOB dans les travaux. Vous pouvez prendre un processus d'opération sur l'IT. Voilà, c'est assez intéressant. Et vous identifiez les risques par rapport au process. Ou alors, vous les identifiez de manière par typologie. Je vais avoir des risques logistiques, des risques achats, je vais avoir des risques métier, juridique, voilà, donc par nature, économique, etc. L'idée, c'est de permettre réellement une émulation et d'arriver à faire émerger quelque chose de brainstorming. Et quand on part d'une page blanche, c'est assez compliqué. Donc, on va essayer de phaser pour pouvoir rendre plus facile cette identification des risques. Ensuite, on va les analyser. Et en les analysant, justement, on va essayer de déterminer leur cause racine. Donc, pourquoi ils interviennent? On va essayer justement de voir quelle en est la cause. Puis, on va les évaluer. Évaluer, pour ça, il y a la matrice de criticité que vous devez sûrement connaître. Oui. Donc, je disais, il y a la matrice de criticité que vous devez probablement connaître qui rejoint 2 axes, donc la gravité du risque et la probabilité de survenance. Donc, quand on croise gravité et probabilité de survenance, on obtient la criticité du risque. Moi, j'ajoute en plus à cette matrice ce que j'appelle l'effort de couverture. Donc, est-ce que mon risque, il va me demander un effort de couverture très conséquent ou est-ce qu'il va me demander un effort de couverture très faible? Et dans ce cas-là, peu importe où il se trouve sur la matrice, quand c'est très faible, autant que je le couvre. Hein, forcément. Quand c'est très fort, la question se pose. Tout va dépendre où il est dans ma matrice. Donc ça va permettre d'évaluer et évaluer justement pour prioriser les risques et savoir lesquels traiter. Et ensuite, l'idée, c'est de ne pas s'arrêter là. Il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent là. Ah non, c'est malheureux. Si on fait tout ça, c'est pour justement sécuriser la situation. Et donc, quelles sont mes solutions, mes actions de traitement, d'anticipation, de réduction, parce que des fois, je ne sais pas le faire disparaître, je ne sais pas le traiter, je vais au moins essayer de limiter ses impacts. Hein, donc, comment limiter les impacts du risque? Ou alors, je vais dire, moi, je ne sais pas le faire, mais finalement, j'ai des gens qui s'en occupent très bien, je vais le transférer. Comment on transfère un risque? Première solution très connue, les assurances. Deuxième solution très connue aussi,
justement mes fournisseurs et mes entreprises. Donc ça, voilà. Par contre, attention, ça coûte, donc il faut balancer entre le coût et l'attractivité pour un fournisseur et le fait de nous garder le risque. Donc, on va déployer un plan d'action des leviers de sécurisation de ces risques. Derrière, je ne m'arrête pas là, je monitore, je surveille, je vérifie que mon risque ne réapparaît pas et je mets à jour et je recommence parce que c'est vraiment un cycle itératif. Voilà par rapport à ça. Sur le management des risques, au niveau des bonnes pratiques. Donc, nous, ce qu'on conseille, c'est vraiment de le mettre en place au niveau de l'opération et au niveau de chaque marché. Après, quand on lance des marchés, c'est intéressant de se reposer la question sur les risques pour pouvoir sécuriser aussi dans chaque marché. Donc, l'analyse des risques, elle est faite à plusieurs moments. Elle va être faite au moment où je vais lancer mon opération pour savoir quel scénario, comment je vais y aller, par quels moyens je vais y aller. Au moment derrière de chaque marché, avant de lancer justement mes dossiers de consultation d'entreprise et la réalisation des contrats pour justement les sécuriser avant d'avoir rédigé tout ça. Et puis au moment de l'exécution, puisqu'il faut quand même réanalyser ces risques, les monitorer pour voir si ça n'a pas changé, s'il n'y a pas de nouveaux risques qui émergent en fonction des situations. Voilà. François, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur cette partie-là ? Oui, une chose dont on ne parle pas souvent, mais qui est importante selon moi, c'est le caractère collectif des analyses de risque, dans la mesure où finalement, même s'il y a des personnes qui sont les risk managers qui font ça, donc c'est le métier, on a tous des points de vue différents et je parle en connaissance de cause. J'ai une formation de juriste, donc contract manager juriste. Moi, j'ai l'habitude de faire des analyses contractuelles sur les projets, donc qui permettent de voir en amont même de la passation du contrat, qui permettent de mettre en exergue tout un tas d'éléments problématiques ou au contraire des opportunités, mais qui permettent aussi de mettre en exergue des risques. Et généralement, ce sont des analyses contractuelles qu'on partage avec des techniciens, dans la mesure où sur le cahier des charges, on n'a pas la compréhension d'absolument tout. Et certaines choses qui, d'un point de vue juridique, peuvent certaines fois paraître risquées, finalement ne le sont pas et inversement. Donc, je pense que c'est important de partager ces analyses avec tous les métiers, les ingénieurs et bien évidemment, l'élément indispensable, l'OPC. Effectivement. Oui, donc du coup, l'OPC, toutes les parties prenantes, en fait, il ne faut pas oublier les parties prenantes de les informer. Donc, c'est vraiment un outil collectif, le management des risques, qui peut être fait à n'importe quelle étape. Ça, je pense que c'est ce qu'il faut vraiment qu'on retienne. Donc voilà, donc on pourrait se demander, en tout cas, moi je le vois peu en place, on le voit souvent, le management des risques, et il est souvent fait au niveau, on va dire, effectivement, avec les risk managers et souvent par les directions générales des sociétés, parce que maintenant, il est un peu obligatoire dans les notes, dans le rapport extra-financier. Donc, effectivement, on va scénariser, on va faire des choses là-dessus, mais souvent, après, on s'arrête, c'est-à-dire qu'il y a un plan d'action qui est établi, c'est peu mis en œuvre. Moi, je vois beaucoup de sociétés qui vont jusqu'au plan d'action et qui, derrière, ne suivent pas le déploiement, ne mettent pas en œuvre les actions. Donc, ça, c'est dommage parce qu'en fait, on a passé beaucoup de temps et malheureusement, l'identification des risques, ça ne sert pas juste à faire un tableau et un plan d'action, il faut derrière le déployer et le mettre en œuvre. Ça, c'est le premier point. C'est vraiment dommage de ne pas aller plus loin. Et le deuxième point, souvent, on va dire un peu les loupés en termes de gestion des risques et de management des risques, c'est que finalement, c'est peu réalisé à un niveau opérationnel. Donc, on a peu de réalisation au niveau opérationnel, c'est-à-dire que justement, dans le cadre d'un marché, les gens se posent assez peu souvent, ne prennent peu d'instants, justement, ils ne créent pas d'instance pour l'identification de ces risques. C'est vraiment plutôt créé sur des dimensions un peu transversales. Et je vous disais, plus on est en transverse, moins ça a de sens réel. Si on veut agir, c'est plutôt à un niveau très local ou très précis. En tout cas, c'est beaucoup plus facile. Quels sont les leviers de sécurisation? Donc, les leviers de sécurisation, et là, on va vous demander aussi de participer, si vous voulez, sur ces leviers-là, bien entendu. Au niveau des leviers, donc, on a listé ici 4 gros leviers. Premier levier de sécurisation, on est au niveau de l'expression de besoin, le cahier des charges. Effectivement, déjà, le cahier des charges, s'il est bien calé, si on a bien exprimé son besoin, si on a bien défini ses attentes de manière fonctionnelle, pas en termes trop de solutions techniques, mais fonctionnelles, si on a bien listé les contraintes, justement, les risques connus, on les a bien partagés, on a donné toutes les données essentielles pour permettre aux entreprises en face de faire leur offre, déjà, on part bien.
Si jamais ça c'est mal fait, effectivement, on va mettre des dysfonctionnements qui vont amener des risques. Donc, on a effectivement ce cahier des charges qui permet aussi de rajouter des exigences, des points d'attention. Là aussi, on a des risques opérationnels sur l'exécution. On va aussi travailler son cahier des charges en fonction de comment va se dérouler l'exécution du marché. La stratégie achat que je différencie de l'ingénierie de marché. Pourquoi je différencie la stratégie achat de l'ingénierie de marché? Parce que la stratégie, on est sur comment on adresse le marché. On est plutôt à un niveau macro. On va se dire, tiens, des fois, j'ai plusieurs solutions pour adresser mon marché. Tout à l'heure, il y avait des personnes qui étaient plutôt sur des achats informatiques. Vous prenez en achat informatique, imaginons en interne, j'ai un logiciel que j'ai développé moi-même, il est obsolète. Donc, j'ai un logiciel, il est obsolète. Plusieurs solutions s'offrent à moi. Soit je mets à jour ce logiciel. Donc, je repars de mon logiciel existant et je vais payer effectivement du développement spécifique pour faire monter en compétence mon logiciel. Mais ça dépend du niveau d'obsolescence, etc. Il faudra l'étudier. Soit je peux créer une nouvelle version complètement. Je repars d'une page blanche. J'estime qu'effectivement, l'obsolescence est trop importante. Je peux repartir d'une page blanche. Ou alors, je peux me dire, tiens, est-ce qu'aujourd'hui, finalement, parce que ça, c'était un peu vieux, peut-être qu'aujourd'hui, il y a des progiciels sur le marché. Il y a des éditeurs qui ont pensé à ça. Et donc, je peux partir sur un progiciel en renonçant, pourquoi pas, à une partie de mon besoin. Mais dans ce cas-là, c'est quelle partie du besoin, quel pourcentage on renonce. Parce que si vous faites du progiciel avec du développement spécifique par-dessus, ça risque de vous coûter super cher. Donc, on a ces 3 scénarios. Et donc là, sur ces 3 scénarios, qui sont des stratégies achats, ça vaut le coup de faire une étude de risque associée à chaque scénario. Parce qu'on a 3 manières différentes d'adresser le marché. Et ce n'est pas possible d'adresser ces 3-là en même temps. On aura la même chose sur la maintenance. Si on fait de la maintenance, effectivement, où vous avez un parc à maintenir qui est ultra hétérogène et qui est très étendu, est-ce que vous faites un allotissement géographique? Est-ce que vous faites un allotissement par marque? Tout ça, c'est de la stratégie achat. Donc, c'est finalement comment j'adresse mon marché pour répondre à mes risques. Et là, une analyse en plus du scénario entre les points forts et les points faibles, c'est hyper utile et important. L'ingénierie de marché, elle est tout à fait différente. On est plutôt sur comment je vais utiliser mes outils contractuels pour sécuriser les risques. Donc, mettre des pénalités, mais point trop n'en faut, il faut en mettre juste suffisamment. Le niveau et le montant de mes pénalités, d'où est-ce qu'elles démarrent, mettre en place des forfaits, on le sait tous, je vous conseille vraiment de faire des pénalités qui soient plutôt sur des bases, des montants forfaitaires, parce que les formules, sinon vous allez avoir du mal à appliquer vos pénalités. Pourquoi pas des clauses bonus et des avances le cas échéant, bien rédiger vos avances et vos bonus. On a eu un cas de rédaction qui avait été proposé, alors désolé François, par un juriste. Et malheureusement, tu n'as pas été par un juriste tout complètement. Et donc, du coup, malheureusement, on a eu un cas de réclamation dessus. Donc, comme quoi aussi, ce qui est proposé par les juristes, faites attention. Et désolé pour les personnes qui sont juristes, mais si jamais c'est écrit, ce n'est pas parce que c'est légalement et que c'est valable que ce n'est pas interprétable. Donc, il faut faire attention et ne pas laisser de place à l'interprétation. Et donc, si vous n'arrivez pas à lire une formulation, vous faites réécrire parce que forcément, en face, il ne saura pas non plus bien l'interpréter. Donc, on a eu ce souci-là parce qu'effectivement, il y avait 2 manières d'interpréter la clause de bonus. Donc, forcément, on s'est pris une réclamation en exécution. Les engagements et les niveaux de contrôle. Donc, ça, comment je crée mes engagements. Mais une fois que j'engage, comment je contrôle. Donc, ça, c'est pareil. C'est intéressant parce que vous pouvez dire à la personne, tiens, imaginons sur un marché de maintenance, j'interviens en 2 heures. Comment vous vérifiez qu'elle est bien intervenue en 2 heures? C'est pareil. Dès qu'il y a des engagements, c'est comment on contrôle. Idem pour le tri des déchets, les bennes, etc. Si vous mettez des pénalités sur la gestion des déchets, c'est bien de mettre des pénalités. Mais il faut contrôler. Sinon, vous ne pouvez pas les appliquer. Les jalons de paiement. Donc, effectivement, ça, c'est un bon levier. Comment je définis mes jalons de paiement? Sur quoi? On parlait tout à l'heure aussi dans la formation que j'animais, là, justement, des dossiers d'ouvrages à exécuter qui n'étaient pas forcément rendus en temps et en heure ou qui n'étaient pas complets. Donc, les DOE, dans les travaux, ça peut faire l'objet d'un jalon de paiement. C'est-à-dire qu'en fin de compte, je prononce ma réception et c'est valide uniquement, c'est-à-dire le paiement n'est déclenché que sur la fourniture des DOE conformes. Et ça, déjà, j'ai un jalon qui est supplémentaire. Ce n'est pas genre j'ai fini, c'est OK, c'est sur livraison du DOE conforme. Déjà, vous augmentez aussi vos chances d'avoir des DOE conformes. Les jalons en termes de planning, comment je jalonne mon planning? Et bien entendu, faire des plannings sur T0. Il y a trop aussi de marchés qui sont passés
où on a des plannings dans la consultation qui sont donnés, qui sont calendaires, vous imaginez bien que si la consultation RIP, derrière votre planning, de toute manière, il est déjà faux avant même d'avoir démarré le marché. Alors que si on fait un planning en T0 avec la date de T0 qui est le 0 signifie, je ne sais pas, le lancement du premier ordre de service, au moins on sait que ça part. À partir de là, on est déjà beaucoup plus en phase de réussir et on n'est pas des gens sur des situations à se remettre d'accord avec le titulaire parce qu'on a un planning qui est faux et que lui, il avait organisé ses équipes en conséquence. Donc voilà, donc il y a plein d'outils, il y en a plein d'autres. On a aussi comment on cadre, comment on réalise le bordereau de prix ou la DPGF. Enfin voilà, toute cette partie-là va constituer la gouvernance de votre marché, de votre relation et va vous permettre d'avoir des leviers et va faire en sorte que la prestation, elle va bien se passer parce que vous avez mis en place les bons niveaux de pilotage. Après, on n'est pas à l'abri de quand même des incidents. Bien sûr, on ne pourra pas tout couvrir, mais on va dire que ce sera mieux que si on n'avait rien fait. Ça, c'est une certitude. Et puis, du coup, il faut suivre, il faut piloter, c'est ce que je vous disais. Un marché, ça se pilote. Donc, on a beau faire une super ingénierie de marché, si derrière le gestionnaire de marché ou la personne qui est censée piloter, votre maître d'œuvre général de l'opération, lui, il pointe aux abonnés absents, il ne fait pas le job, et du coup, vous avez beau avoir mis en place des super mesures, elles ne seront pas appliquées. Donc là, il va falloir faire appliquer les outils contractuels, piloter votre marché, manager la relation, et bien entendu, les contract managers qui sont présents le seront, je pense que là-dessus, tracer et suivre les écarts, c'est hyper important, et toujours tracer. Pour que derrière, en cas de problème, on ait les moyens quand même de se couvrir. Donc ça, c'est vraiment sur la partie levier. Tu veux peut-être compléter aussi? Oui, moi je voulais juste rajouter une chose, c'est pas c'est un levier, mais c'est une banalité que je vais dire, mais qui finalement est un peu vraie. C'est sur les cahiers des charges, on se rend compte très souvent que les cahiers des charges sont rédigés contiennent beaucoup de flou, du style la maîtrise d'ouvrage répondra dans les meilleurs délais ou on vous enverra un OS dans les meilleurs délais. En tant que contract manager qui a fait du conseil, on a un peu travaillé sur la refonte de cahier des charges de certaines personnes publiques. On s'est rendu compte qu'en fait, il y avait énormément de flou et donc vraiment un conseil à donner parce que ces flous sont bien évidemment source d'interprétation, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Il faut éviter tout ce qui peut être source d'interprétation et préciser au maximum, donc notamment sur par exemple, quand il y a un écart, il est souvent dit que le titulaire devra notifier cet écart dans un délai de 10 jours suivant la survenance de tel ou tel événement. Et généralement, on n'a pas le délai appliqué à la maîtrise d'ouvrage ou à la maîtrise d'œuvre. Et c'est ça qui, généralement, par la suite, vient donner certains problèmes avec tous les débats juridiques qui ne dit mot consent, ou alors si c'est inverse, on ne sait jamais. Donc, généralement, il y a une clème là-dessus. Donc, je pense qu'il faut éviter, je pense même à peu près sûr, mais bon, je suis bien conscient que ce n'est pas forcément facile, de préciser au maximum les cahiers des charges sur ces aspects-là, et surtout en termes de délai, et donc mettre en place des process de dialogue, des flow down, des workflows, de comment on va discuter sur un écart, sur un événement, sur un courrier, comment on fait. Voilà, ça, je pense que c'est un bon levier de sécurisation qui n'est pas trop compliqué à mettre en place, même si dans les grandes institutions, il peut demander beaucoup de travail lié au process interne, tout simplement. Oui, non, c'est sûr. Effectivement, ouais. Non, c'est une bonne idée. Les instances, effectivement, on le voit bien, même si les CCAG maintenant commencent à le prévoir, c'est parti pour les examens, mais c'est bien d'aller plus loin, effectivement, vraiment bien les mettre en œuvre et pour les cadrer. Et ce que tu dis un petit peu auparavant, c'est cette notion-là, c'est de se dire, finalement, un marché, même si nous, on n'est pas tenu à s'engager quand on est donneur d'ordre, c'est quand même bien quand les engagements ils sont mutuels. Déjà, ça fait plus sérieux. L'entreprise, elle ne va pas provisionner justement des risques de surcoût parce qu'en fait, vous allez mettre X temps à valider et qui vont être bloqués dans leurs travaux. Donc c'est quand même mieux. Et puis après, derrière, voilà, le délai de blocage, comme tu dis, après, ils attendent vos réponses pendant un mois et qu'ils ne peuvent pas avancer, après, ça donne lieu à des réclamations. Et donc, c'est bien de s'engager, finalement, de s'engager sur les tenues des délais. J'ai une collectivité qui a été assez mature là-dessus. Et c'est assez rare de voir ça, donc je vous le partage, qui s'est engagé sur des délais
et donc elle engageait aussi le titulaire et elle s'est appliquée des propres pénalités. C'est-à-dire qu'elle aussi, c'était déjà fixé, elle avait les pénalités pour non-respect des délais. Et là, j'ai dit franchement bravo parce que je ne l'ai jamais vu ailleurs. C'était assez incroyable, quoi. Mais bon, il faut être en mesure de le faire, il faut bien tenir. Mais effectivement, des fois, moi, je me dis, hein, quand on regarde en interne, il n'y a que par l'argent aussi qu'on comprend. Donc, des fois, on arriverait aussi à mieux se piloter si on était un peu challengé. Et j'ai l'impression que même si les clem, c'est différent, ils ne l'assimilent pas forcément avec des erreurs qu'on pourrait faire, nous, en interne. Ouais. Donc, ça, c'est très... Effectivement, c'est une bonne idée et un bon levier. Alors, au niveau des participants, Valentin, Nicolas Mertz, Audrey, Arthur, je vois pas mal de monde. Est-ce que vous avez des petits partages, des difficultés que vous voulez partager, des points que vous avez envie de justement nous faire part? Arthur d'Alsace, juste pour... moi, je suis plutôt côté entreprise. Je considère qu'en effet, généralement, quand il y a des réclamations, elles sont fondées. Donc, en effet, on pourrait croire que souvent les entreprises abusent, mais comme le disait, je crois que c'est toi, François, je me permets de te tutoyer, François. Vas-y, tutoie. Le fait que des fois, les délais ne soient pas forcément bien expliqués. Là, j'ai le cas sur d'autres projets où justement, on a un temps fou à valider les données d'entrée. En attendant, on ne peut pas faire nos études, ça décale tout, les plannings sont mal faits, ils ne sont pas repris. Voilà, donc c'est vraiment juste aussi raisonner d'une autre manière, c'est aussi éviter les préjudices pour chaque partie, quoi. Comme ça, on reste sur le contrat. Comme disait une prof de droit que j'avais, c'est plus le contrat est clair, même s'il est très épais, et qu'il y a beaucoup de détails, au moins ça permet d'être sûr de qui fait quoi et comment ça doit être fait, quoi. C'est plus une remarque générale. Non, mais vous avez raison, hein, effectivement, on partage là-dessus. Le problème des données d'entrée, c'est un problème qui est assez récurrent, hein. Ah oui, tout à fait. Alors, entre les retards de données d'entrée, la mauvaise fiabilité des données d'entrée, effectivement, moi, quand j'anime des sessions de formation sur les risques, ça revient systématiquement, les données d'entrée. Ouais, tout à fait. C'est systématique. Oui. Non, juste avant, on parlait des risques aussi. Et en effet, comme vous l'avez souligné, impliquer les différents intervenants me paraît essentiel parce qu'en effet, nous, on analyse en tant que contract manager les risques contractuels généralement. Mais sans les opérationnels, on n'est pas des spécialistes en contract manager, même si on a beaucoup de formation d'ingénieurs. On n'est pas des spécialistes du béton précontraint, des fondations, etc. Donc, c'est bien d'avoir tous les corps de métier qui vont intervenir pour savoir ce qui est habituel, ce qui n'est pas habituel, du coup, ce qui présente un risque selon eux, au contraire, ou là où il y aurait une coquille et qu'on peut faire des gains ou des techniques innovantes qu'ils auraient vues pour permettre de gagner du temps ou de l'argent. Voilà, donc, je suis entièrement d'accord avec vous sur le fait d'impliquer les différents intervenants, mais attention, le bémol de ça, c'est plus on est nombreux, plus ça prend du temps et plus on perd de gens aussi. Donc, impliquer les bonnes personnes et vraiment les impliquer, leur rappeler le rôle essentiel qu'ils ont. Oui, ah oui, tout à fait, hein. Effectivement, après, il ne faut pas être trop nombreux, il faut vraiment impliquer les bons acteurs et ceux qui ont soit effectivement des attentes fortes sur votre opération, soit qui ont des contraintes fortes sur l'opération et vraiment qui vous permettent d'avancer, hein, parce qu'en plus, il y a des personnes, sinon, c'est plus compliqué. Donc, il va falloir impliquer les bons acteurs, je suis tout à fait d'accord avec vous. Ouais. Il faut définir une répartition des rôles et responsabilités claires dès le début. Ça rejoint un peu les problèmes de workflow sur les gestions de courrier qui répond quand, hein. Si on met en place, c'est évidemment, après, il y a toujours des aléas, mais si on fixe les rôles et les responsabilités de manière claire dès le début, ça facilite les dialogues, que ce soit en interne ou avec clients ou fournisseurs en cours d'exécution. Et pour vous partager dans la logique du collectif une petite idée qui a été mise en place et qu'on a fait aussi, alors il ne faut pas se limiter à l'identification des risques, hein, mais de plus en plus, moi, je demande à mes entreprises, c'est-à-dire qu'on a quand même aujourd'hui, quand on lance des marchés, surtout quand on est marché public, hein, on a des critères effectivement pour avoir ce rapport, hein, de mieux-disance entre la qualité et le prix. Et donc, du coup, sur les critères qualité, on peut tout à fait demander à l'entreprise sa propre analyse des risques, c'est-à-dire
l'analyse des risques de l'entreprise sur l'opération, mais il ne faut pas se limiter à l'analyse des risques, sinon ils vont faire une liste et puis après, ça va être un nid pour les réclamations. Donc, on est d'accord, il ne faut surtout pas se limiter à ça. C'est quels sont vos risques avec les moyens que vous avez déjà vus, avec les moyens de couverture que vous nous proposez pour le chantier. Et ce que l'on note, il faut bien dire là-dessus, pour que l'on les engage à travailler là-dessus, c'est les entreprises qui ont le plus de moyens de couverture. C'est-à-dire ce qu'on va noter, c'est l'entreprise qui permet de dérisquer les marchés. Et ça, c'est assez intéressant. Et on est vraiment sur des choses où ça dépasse, parce que souvent dans les travaux, malheureusement, même si le code de la commande publique n'est pas très fan de la moins-disance, parce que voilà, on estime qu'il faut le faire en mieux-disance. Et effectivement, c'est des sujets complexes. La complexité, elle est plutôt sur les interfaces, mais pas sur spécialement la technique. C'est-à-dire qu'en fait, aller noter un peintre sur comment il met des couches de peinture, bon, en général, une fois qu'ils ont passé les qualifs, ils savent tous le faire. Par contre, la vraie différence et ce qui va faire que vous allez avoir moins de dérives, c'est justement comment il a anticipé ses risques, sa manière de réagir, sa manière d'alerter, sa manière de piloter son chantier. Les autocontrôles, alors ça c'est pareil, les entreprises pour dérisquer les situations, oui, nous on contrôle, mais comment les entreprises, elles s'autocontrôlent? Qui n'a jamais eu, même à titre personnel, le plombier qui repart et puis qui n'a pas mis l'eau chaude et l'eau froide au bon endroit, ou l'électricien qui n'a pas étiqueté correctement son panneau électrique. Enfin, c'est des cas hyper courants, quoi. Et donc, c'est parce qu'en fait, il n'y a pas d'autocontrôle. Donc, vraiment, l'autocontrôle sur les marchés de travaux, ça, pareil, aller challenger les entreprises sur comment elles s'autocontrôlent, c'est hyper intéressant. Et je suis persuadée qu'on aurait à gagner là-dessus. La SGP fait ça un peu actuellement là, sur les projets du Grand Paris. C'est ce qu'on retrouve au niveau des entreprises. Elles nous challenge vachement dans l'analyse de risque. Elles nous demandent de mettre en place des actions correctives devant et quitte à les payer même. Ça, c'est bien. Ah, super. Ils sont moteurs là-dessus, j'ai l'impression. Oui, très bien. Ok, alors du coup, j'avais donc des personnes qui ont réagi. Rien de spécifique très complet au niveau des leviers. Alors, application régulière d'un BPU risque en mitigation des risques en sus des imprécisions prévisionnées. Alors, Nicolas Mertz, pouvez-vous nous expliquer peut-être cette pratique? Je pense que ça vaut le coup d'être expliqué. Vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, alors c'est quelque chose qu'on retrouve aujourd'hui régulièrement sur les marchés en infrastructure. Alors c'est plutôt ce qui découle de l'application, je crois que c'est le fascicule 69 qui a intégré ça. Et donc c'est ce que vous proposiez tout à l'heure sur le transfert du risque aux entreprises qui ont pour elles le plus qui ont entre leurs mains les plus gros leviers en fait de maîtrise des risques et qui sont directement reliés sur une solution et forcément sur leur valorisation financière. D'accord. Ok, oui, c'est intéressant. Effectivement, on rejoint cette logique de partage des risques et de solutions apportées par les entreprises. Effectivement, mais je pense que c'est un bon levier. Oui. Okay. Super, merci à vous. Merci. N'hésitez pas si vous avez d'autres leviers intéressants à partager, d'autres idées. Alors sinon, on va passer à la suite après. On est sur une petite heure, donc c'est assez court. On en aurait plein, des leviers contractuels. Alors il faut savoir, même quand on est marché public, vous avez énormément de solutions qui s'offrent à vous. Le tout est de savoir comment on veut le couvrir, qu'est-ce qu'on veut couvrir, et puis après, avec les juristes, valider un petit peu la démarche, mais on peut vraiment être quand même innovant, même dans la manière de monter ces cadres de prix, dans la manière de formuler le marché. Moi, un levier que je donne souvent aussi pour limiter le dépassement de l'économie du marché initial et puis viser surtout le bouleversement de l'économie du marché, c'est dans les marchés de travaux. On le sait très bien, surtout dans les gros, ça dépasse tout le temps. C'est un fait en fait. C'est très rare qu'on ait des choses qui se finissent dans les clous, surtout sur des gros marchés, les petits ok, mais les gros beaucoup moins. Donc autant prévoir tout de suite un montant maximum, comme ça, on a un montant maximum qui est là, qu'on peut atteindre.
en cas où justement ça dérive. Et derrière, vos 10% par avenant s'appliqueront en plus sur ce montant max tag. Donc, vous avez vraiment un levier supplémentaire offert et beaucoup de souplesse associée. Pareil sur les délais, on va mettre des durées de marché qui sont plus importants que les délais d'exécution. Voilà, pour éviter de faire des avenants juste sur la durée de marché. Il n'y a rien de plus pénible que de faire des avenants de durée, quoi. Pour les dépassements financiers, il y a le contrat type FNTP qui prévoit déjà une augmentation de la masse des travaux, par exemple. C'est de ça que vous voulez parler? C'est le contrat type FNTP qui prévoit déjà un montant de masse initiale des travaux? Le cas d'une augmentation de la masse des travaux, généralement, du coup, imaginons qu'on signe un contrat pour 1 million et si dans le contrat c'est marqué l'augmentation de la masse des travaux de 20%, on peut aller jusqu'à 1 200 000 sans qu'il y ait d'avenant au contrat. D'accord. Oui, effectivement, on peut le faire sur cette phase-là. Alors moi, je ne l'avais pas abordé sous cette phase-là, mais effectivement, c'est ça. Nous, on provisionnait, donc on mettait par exemple, imaginons on était sur une base 100, on provisionnait 30% effectivement d'augmentation, mais en plus, en fait, on disait que cette augmentation, elle allait être consommée sur la base de bons de commande complémentaires, parce qu'on faisait souvent ça, qui prenait la forme d'ordre de service, en fait, mais on prénégociait aussi tous les prix associés. C'est-à-dire que même si on était sur du forfaitaire pour la partie globale, et ben là, on prévisionnait des prix unitaires de taux horaires, d'unités d'œuvre qui vont potentiellement arriver, et puis aussi de négocier un coefficient sur les achats de matériel, etc., pour les choses qu'on n'arriverait pas à prévoir. Comme ça, au moins, tout est pré-négocié. Mais effectivement, oui, ça rejoint tout à fait ça. C'est exactement ça. Et on a un montant max qui est déjà là, sans faire d'avenant. Et puis derrière, effectivement, on a cette souplesse en plus de l'avenant supplémentaire. Mais ça rejoint la même idée. Ok, super. Alors, on va passer peut-être à la suite. Voilà. Donc, du coup, si vous avez des questions supplémentaires, sinon, voilà, on va vous présenter rapidement les choses. Oui, non, mais t'inquiète, c'est pas grave. Donc, est-ce que vous avez des questions supplémentaires? Sinon, vu qu'on arrive à la fin de l'atelier, il nous reste à peu près 10 minutes. On va vous présenter après des outils un petit peu supplémentaires. Mais déjà, est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à ça? Est-ce que, voilà, n'hésitez pas. Si vous avez des remarques, des questions, profitez de... peut-être à la fin, du coup. Vas-y, repasse. Alors, du coup, moi, je vais vous parler un petit peu, on vous fait aussi un petit peu la partie pub. Moi, j'ai monté un jeu de société il y a maintenant de ça 4 ans qui s'appelle Project Runner et qui est un jeu de société de sensibilisation au risque sur le cycle achat-projet. Donc, on a une phase d'expression de besoin, une phase d'achat, une phase d'exécution de la prestation. Et en fait, les participants naviguent sur ces phases et vont rencontrer des événements, alors majoritairement négatifs, mais de temps en temps positifs. Et surtout, ils vont devoir monter une stratégie, donc élaborer une stratégie avec des compétences clés, telles que le contract manager, le facilitateur projet, le processus achat ou encore la partie éthique et RSE, pour se prémunir de ces risques. Et ils devront aussi adapter justement l'ingénierie de marché, leur stratégie de comment ils vont adresser leur marché pour couvrir ces risques. Donc voilà, donc ils ont un budget à gérer, ils devront finir la partie en arrivant le premier dans le budget délimité. C'est un jeu auquel on peut jouer seul ou en binôme. Et puis, du coup, il y a aussi des phases de négociation entre joueurs. Donc ça, c'est assez intéressant. Ça apporte un petit peu de comique et ça permet d'insuffler un petit peu la culture du risque. Et c'est basé majoritairement sur des cas réels. Donc, à chaque fois, en fait, phase d'exécution, expression de besoin, achat, on est vraiment sur des cas qui ont été réellement rencontrés. Et après, il y a toute une partie de débriefing avec les participants, justement, sur ces risques qui ont été rencontrés et comment on pourrait les sécuriser avec toute une partie des réponses qui sont bien entendu déjà données dans le jeu. On a aussi développé cette année une version 100% online, donc complètement digitale du jeu, pour pouvoir jouer à distance pour les équipes qui sont à distance. Donc ça, c'est la petite partie voilà, qui est intéressante, qui peut faire l'objet, par exemple, d'une animation en séminaire pour imposer la culture risque. Enfin, pour promouvoir la culture risque. Et je vais laisser François présenter la partie opérationnelle. Oui, écoutez, moi, comme je vous l'ai dit, je travaille donc chez Orisis Conseil. C'est un cabinet de conseil qui a été fondé en 2005
Et donc, on est spécialisé dans plusieurs domaines, donc conseil, digitalisation, pardon, projet et knowledge management. Et en fait, on a quelques contract managers chez nous. Je vais vous parler surtout du contract management parce que c'est mon métier. La digitalisation, ça va être compliqué pour moi, mais donc le contract management, on fait ça en fait de deux points de vue. D'un point de vue opérationnel, on a des contract managers qui sont sur le terrain, qui sont au sein des équipes projets, sur des chantiers, sur des bases vie chez des clients publics ou privés dans différents domaines, que ce soit du nucléaire ou du BTP. Et donc, le deuxième pendant, enfin le pendant de tout ça, c'est les contract managers qui sont plutôt en phase de conseil, où là, on va chez des structures publiques ou privées pour faire un diagnostic du contract et du claim management aussi qu'on oublie, mais enfin, qui en fait pas forcément partie, mais les deux sont fortement liés. Et on diagnostique chez ces clients publics et privés leur degré de maturité du contract et du claim management pour ensuite développer des bonnes pratiques qui sont adaptées à leurs besoins et bien évidemment à leur niveau de maturité. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Je crois Non, que c'était clair. Parfaitement clair, oui, c'est ça. Je crois que vous avez été parfait dans la présentation tant de la problématique du jour que du cabinet ou du jeu. Pour le jeu, moi, je serais assez intéressé pourquoi pas, de voir comment on pourrait le mettre en forme. Je ne sais pas si, Mélanie, vous avez déjà fait des vidéos Oui. sur ça. Donc, et si ces vidéos sont disponibles. À ce moment-là, pas de souci pour les diffuser, pour les envoyer. Donc, effectivement, donc Sébastien, je vais vous envoyer les vidéos sans souci. Et puis, pour les autres, n'hésitez pas. On met pas mal de communication sur LinkedIn. Donc, là-dessus aussi, on peut. Donc, c'est des choses qu'on peut déployer aussi bien sur des groupes, effectivement, en plusieurs séances. Alors, la version online, on va dire, elle est limitée pour le moment à 12 joueurs. Parce qu'on est en train de régler le mode multijoueur. Ça va s'étendre prochainement. On pourra faire plus de joueurs à partir de, je pense, à peu près, on va dire, mai 2022. On sera vraiment capable de faire des sessions multijoueurs beaucoup plus importantes. Et en version physique avec des plateaux, là, on peut monter sans souci parce que j'ai une dizaine de boîtes et puis j'ai plusieurs animateurs, aussi bien en interne chez moi que chez Orisis Conseil, puisqu'ils ont été aussi formés à l'animation. Donc, on saura répondre même pour des groupes plus importants. Très bien. Eh bien, s'il n'y a pas de questions, je pense qu'on va clore ce dernier séminaire. Avant ça, je voudrais encore une fois vous remercier, Mélanie et François. Et pour le coup, même si les fondateurs d'Orisis ne sont pas là, je voudrais les remercier. Je voudrais avoir une pensée en particulier pour Fadi et Thibaut qui sont des grands soutiens du projet auquel vous avez pu participer et qui seront, je n'en doute pas, toujours là l'année prochaine pour de nouveaux séminaires. Et puis, donc vraiment, encore une fois, merci à tous, à tous les participants qui ont animé ces différents séminaires, à tous les auditeurs qui aient été là directement en présentiel ou qui sont allés voir les vidéos qui sont disponibles sur la chaîne YouTube. Merci à vous et je vais vous souhaiter, peut-être que c'est un peu tôt, mais du point de vue de l'université, pas tant que ça, de bonnes vacances et je vous donne rendez-vous dès la rentrée pour de nouveaux séminaires avec de nouvelles thématiques.
Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt. Merci à tous. Merci à vous. Merci à tous. Merci, bonne journée. Merci. Bonne journée. Au revoir, bonne journée.